Bonjour et bienvenue dans le point lecture de janvier. Sachant que celui qui est au-dessus de la pile, je l'ai pas fini. Ah bah, que voulez-vous? On fait ce qu'on peut, mes amis, hein. Enfin, voilà. Alors, je vais reposer la bestiole, hein, je vais reposer la pipile, et je vais dégager celui que je n'ai pas fini et dont je vais vous expliquer quand même à la fin, parce qu'il me reste 200 pages, donc je pense que je peux largement vous en parler. Je suis désolée, vous allez entendre du bruit derrière moi, mais il y a des déménagements dans la Casbah, enfin la Casbah, l'immeuble, et donc bah voilà, hein, le bruit inhérent à tout. Alors je vous le dis tout de suite, je tourne à l'arrache un samedi après-midi, parce que vous verrez, vous, le point lecture, donc pour vous aujourd'hui dimanche 18h, moi je le tourne samedi 16h45. Voilà, encore à l'arrache. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais absolument finir le Louise Erdrich vendredi, mais bon voilà, comme j'étais au bureau et après j'ai eu des trucs et tout, enfin bref, il y a eu un peu d'agitation, comme d'habitude. Trop tard pour le tourner vendredi soir, en tous les cas avant ou après le live de Séverine, et donc du coup je le tourne maintenant parce que je l'ai fini il y a 2 heures. Comment vous dire? Je vous expliquerai, mais il y a une semaine pratiquement complète où je n'ai absolument pratiquement pas lu. Je n'ai lu qu'un bouquin qui fait 200 pages, ce qui est assez alors minable soit, mais qui est rarissime chez moi de lire que 200 pages dans une semaine. Voilà. Là, vraiment, cette semaine-là, pratiquement mi-janvier, ça a été... voilà, hein, quand ils vous entendent par brassée de 12 et que tous les soirs, vous passez 2 heures au téléphone avec l'autre, un, trois, hop, et voilà, vous avez plus de temps pour lire. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais bon, vous avez vu ma pile, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Bon, alors les 3 premiers, c'est une BD, un manga, les 2 mangas. Donc, voilà, mais je crois que je m'en sors pas trop mal. Voilà, donc on commence tout de suite, sinon on va blablater pendant des heures. Donc bienvenue dans ce premier point lecture de l'année 2022. Hein, on espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Alors le premier, je vous le dis tout de suite, j'ai parlé de ceci dans l'update lecture que j'ai fait et que je ferai à chaque fois au début de chaque live. Donc le live, je rappelle pour ceux qui arrivent et qui viennent d'arriver, et je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui commencent à mettre des commentaires parce qu'ils viennent de découvrir la chaîne et c'est toujours très agréable, donc je vous remercie. Je précise que tous les deuxièmes mardis du mois, je fais un live à 20h30, heure de Paris. Je précise pour ceux qui sont un peu là et un peu là, et que au début du live, je ferai un update lecture de ce que j'ai lu dans les 15-10 premiers jours du mois, et ensuite on parle de tout. Voilà, on va parler cinéma, séries, bouffe, musique, on va parler de n'importe quoi. Là, une fois on a classé les beaux garçons, enfin on peut ce qu'on peut, hein, enfin surtout comme on peut. Mais bon, vous venez, c'est sympa. Sauf quand la box se met en rade, quand on me coupe l'électricité générale. Voilà, on a eu quelques petites avaries en fin de live. Hein. Ça nous est arrivé de nous dire même pas au revoir, que rigot. Alors, à chaque fois maintenant, je vais prévenir au début de live. Au début du live, je vais dire bonjour, au revoir. Pour être sûr. Voilà, donc ceux qui ont vu le dernier live, voilà, les bruits. Général Lux est ravi, hein, le bruit, il est heureux comme un roi. Alors, on commence par la BD, je vais pas rester longtemps sur les BD et les mangas. La BD, c'est Astérix et le Griffon, c'est le premier opus depuis qu'il n'y a plus les maîtres, hein, c'est-à-dire Goscinny et Uderzo, donc je le mets plus près que donc... Conrad et Ferry ont repris complètement la main. Alors autant le dernier opus qui était La fille de Vincent Vercingetorix, ça m'avait moyennement plu. Voilà, j'avais été très déçue par le dernier. Autant là, j'ai retrouvé un peu de peps, un peu d'intérêt. Alors, Panoramix enrubé à la mort. Hein. Idéfix en mode meute. Obélix qui est un peu courtisé par une Amazone qui trouve qu'il est joliment enrobé. Voilà. Alcérix, forcément, malheureusement sans potion parce que Panoramix enrubé plus le froid. La potion, la gelée, hein, ce con. Voilà, donc
Franchement, bon, il y a des thématiques très actuelles, hein, féminisme, les machins, les trucs. Bon, voilà, ça tombe dans l'air du temps, on le sait, mais de toute façon, Uderzo et Goscinny le faisaient aussi. Mais là, j'ai retrouvé vraiment la verve de Astérix. Alors, je me suis pas marrée, je me suis pas gondolée comme avant, mais honnêtement, j'ai passé un très 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 bon moment, contrairement au dernier. Voilà, donc, bonne lecture. Bonne lecture. Voilà. Deuxième lecture, donc après Astérix, j'ai lu Études en rose de Sherlock Holmes, qui est créé par donc Moffat, Gatiss et dessiné par G. En fait, c'est l'adaptation de la série Sherlock 2.0 de la BBC et notamment de la première étude que l'on voit, enfin la première enquête qui fait se rencontrer Watson et Sherlock. Je suis une fan de la série. Absolue, je crois que je l'ai vu 2 ou 3 fois, ou même plus certains épisodes, notamment quand il y a Moriarty. Euh, et je dois avouer que j'ai eu aucune surprise. Parce qu'en fait, je connaissais l'histoire par cœur, parce que je connaissais presque les dialogues par cœur. Je me suis aperçue que je connaissais les dialogues par cœur, que je connaissais l'enchaînement des scènes. Bon, il n'empêche que c'est très agréable à lire et le dessin est fort beau, que c'est vraiment très fidèle à l'œuvre, voilà, Moffat Gatiss. Et que je trouve que, en fait, le commissaire Lestrade est beaucoup plus charmant dans le manga que dans la série. Ça a été un ravissement. Voilà. Mais bon, voilà, si vous ne connaissez pas Sherlock 2.0 de la BBC, vous pouvez lire ce manga et ça vous donnera peut-être envie de voir la série. D'années que vous êtes de ne pas avoir vu la série. Mais si vous avez vu la série et que vous la connaissez aussi bien que moi et que vous l'avez vue plusieurs fois, honnêtement, ça fait doublon. Et voilà. Et j'en suis ressortie en me disant, ah, c'est sympa, mais vous voyez, c'est une lecture, ce que j'appelle superflue. Voilà, c'est ce que moi j'appelle mes lectures superflues, c'est-à-dire quelque chose que je sais, qui m'a rien apporté, mais que je lis quand même. Ah bah, on fait ce qu'on peut. Voilà. Autre manga que j'ai lu, et évidemment, hein, je continue. Donc là, je remercie le Papa Noël de Théo, donc de la chaîne Chronique Livresque, parce que le Papa Noël, il lui a commandé quelque chose pour moi, et du coup, Lisa a couiné. Voilà, voilà. Donc nous sommes au tome 9 hein, de Capital Albator Dimension Voyage. Il nous reste plus qu'un tome, hein, on va y arriver. Alors là, là, on est dans un tome un peu plus sombre aussi sur les dessins. On va dire c'est beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus sobre sur les dessins. Parce qu'on sent la bataille finale arriver entre Goldorak et la Reine des Sylphides. Goldorak se réfugie avec l'Arcadia sur une planète qu'il connaît bien et qui lui déclenche un peu une vague nostalgique. Pas bon ça, pas bon ça. Mais il est toujours aussi sexy. Il y a un personnage que j'attendais par-dessus tout parce qu'il m'avait plu dans la série. Je me suis dit, putain, mais il est où? Pourquoi ils l'ont pas mis? Il est là. J'ai couiné. Oui, on fait ce qu'on peut. Oui, les fangirls, c'est un peu comme ça. Et on sent arriver la bataille finale. On sent poindre tout ce qui fait la papate de Matsumoto sur Albator, c'est-à-dire la fidélité, la loyauté, la liberté, tout ça, ça arrive. Et là, on sent arriver, surtout que les terriens se rameutent après pour aider, ceux qui étaient sur Terre et qui enquêtaient arrivent à rejoindre Albator. Donc on sent que ça va mal se terminer, surtout que la Reine des Sylphides a décidé de l'affronter directement sans envoyer sa base. Wouhou, ça va charcler. Voilà. Donc vivement le tome 10. Voilà. Ah, elle est déjà sur la tablette. Il va arriver. Je sais pas quand, mais il va arriver. Alors, on attaque désormais les romans. Alors, c'est un roman qui... J'avais déjà lu Lautrec du même auteur. Et je n'avais pas lu, il a fait le roman sur Gilbert Robert Lecomte, mais excusez-moi si c'est à l'envers le Gilbert ou c'est Robert, Roger, Gilbert ou Gilbert Roger Lecomte, il s'appelle Lecomte en fait, je n'arrive jamais à retenir son prénom, vous pourriez me le mettre en 4/3 que ça ne rentrait pas, mais j'avais lu Lautrec, et quand j'ai vu qu'il avait sorti un roman sur ce garçon-là, je me suis dit, il faut que je le lise. Donc, le roman en question s'appelle Tout ce qui est beau, donc de Mathieu Mégévent, c'est chez Flammarion.
il parle de Mozart. Petit cœur Mozart. Voilà, oui, petit cœur Mozart. Hein. Voilà. Alors, il déroule son roman comme une espèce de biographie romancée, mais c'est hyper bien fait. En fait, on suit Mozart de sa plus tendre enfance jusqu'à la fin. Le génie, incompris par ses pairs, incompris par les cours européennes royales, très souvent, on va dire, ou raillé, ou envié par ses pairs aussi, notamment les musiciens officiels des cours qui en fait le regardent un peu comme un freluquet, alors que ce garçon-là n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver à mettre toute la musique qu'il a dans la tête par écrit sur des partitions. Et il tient beaucoup à ses partitions, à écrire la musique, pour pouvoir le partager. Sa seule peur, c'est de ne pas partager tout ce qu'il a dans la tête. Et il y a des très jolis moments, comme ce petit garçon qui arrive à une cour et qui touche tout, même pas les pédales de l'orgue, mais qui, dès la première note, alors qu'on lui donne un espèce d'exercice, parce qu'on le prend pour un savant, alors que c'est littéralement le génie, et que les autres lui arrivent même pas au petit orteil, il y en a un qui lui donne un petit exercice, à l'air de dire qu'il va se viander, le gosse. Il joue un morceau et il faut qu'il rejoue le morceau à l'identique. Et le gamin a l'oreille parfaite. Donc du coup, il rejoue le morceau. Alors non seulement il n'oublie pas une note, mais en plus il le joue divinement mieux que le crétin. Voilà, donc forcément un petit bonhomme comme ça. Et on voit le périple de ses parents et de sa sœur sur les routes dans tout ce qu'il y avait à l'époque de transport en commun, diligence, berline et toutes les merdes. Pour faire toutes les cours, pour se faire connaître, pour se faire sponsoriser, entre guillemets. Et on va suivre Mozart toute sa vie, l'amoureux, le fou de musique, le génie, le virtuose, l'endetté. Il avait une jouissance de la vie complète, comme s'il savait que sa vie allait être courte, mais qu'il avait peur de ne pas tout mettre par écrit. Franchement, c'est un roman où vous êtes bercé par la musique, un peu comme si vous aviez une partition qui vous jouait derrière et que vous lisiez en musique, même si vous ne lisez pas en musique. Et la seule chose que j'ai eu envie, c'est de prendre la sonate en ut mineur et de le mettre à fond la caisse, ce que j'ai fait. Et j'ai enchaîné avec mon requiem préféré, Mozart. Voilà, donc franchement, c'est un roman qui alors, ne fait pas partie des coups de cœur ou ne fait pas partie des romans où vous vous dites oh là là, je vais pas l'oublier. Mais c'est un roman qui reste dans la tête parce que, alors si vous avez vu le film de Milos Forman, Amadeus, malgré tous les défauts de Mozart, malgré tout ce qu'il peut faire, malgré peut-être l'inimitié que le spectateur ou le lecteur peut avoir, le mec est un génie. Voilà. Et on ne peut pas s'empêcher d'applaudir devant le génie, même si on n'aime pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, très joli livre. Donc, tout ce qui est beau de Mathieu Mégévan chez Flammarion sur Mozart. Honnêtement, allez-y. Lisez Toulouse-Lautrec. En fait, lisez Lautrec du même auteur. C'est du même acabit. C'est ce que j'aime, moi, dans ce genre de choses. Donc, voilà. Et puis, bon, quand on aime la musique, Mozart, on ne peut pas faire autrement. Autre livre et autre roman. Alors, c'est un roman qui m'avait été offert pour mon anniversaire il y a 2 ans, que je gardais précieusement. C'est pas pourquoi, voilà. Et l'année dernière, comme je vous l'ai annoncé dans une vidéo, j'ai décidé de vider ma pile à lire qui datait de 1 an et demi, 2 ans. En gros, j'avais entre 15 et 18 livres qui me restaient. Oui, je sais, c'est minable, c'est pas énorme. Mais je suis comme ça, je fonctionne comme ça, à flux très tendu sur mes piles à lire. Et donc là, je l'avais gardé et j'ai eu envie de le lire fin décembre. Et donc j'ai dit, je vais entamer l'année et le mois comme ça, en me disant, celui-là, cette fois-ci, tu le sors. Voilà. Alors, je remercie Dame Chantal qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc, c'est Arundhati Roy, le dieu des petits riens. Et cette fois-ci, c'était chez Folio. Donc, on est propulsé en Inde. Dans une famille assez dysfonctionnelle, la mère est séparée du père, donc une mère statut, parce qu'en Inde, une femme divorcée ou séparée n'a plus de statut. C'est des vrais faux jumeaux, donc un garçon et une fille, Raël et Esta, qui ont 8 ans.
Oui, ils ont à peu près 8 ans, je crois, ou dans ces eaux-là. Et en fait, il va arriver un drame familial. Leur petite cousine de 8 ans va mourir. Et on va avoir des flashbacks. L'auteur fait moment présent, flashback, pour nous expliquer petit à petit, en tricotant doucement avec une langue poétique, émouvante, des fois cynique, des fois sombre, des fois joyeuse, bref, à l'image de l'Inde que nous, on peut s'imaginer colorée, bruyante, euh, chamarrée, enfin tout ce qu'on peut voir quand on voit des reportages sur l'Inde, avec évidemment la culture aussi à la fois britannique mais des Roland français aussi puisque c'était un comptoir français et il y avait les Indes anglaises aussi, donc voilà, il y a tout ce truc là et on va suivre petit à petit le drame qui s'est déroulé, on va comprendre ce qui s'est déroulé parce que sous le drame il y a d'autres choses qui se gèrent. Il y a deux enfants qui vont mentir pour protéger leur mère qui est en relation avec un homme qui est un intouchable, donc hein, vous savez comment ça marche là-bas, c'est les castes, hein, donc si vous êtes intouchable, vous êtes au fond du trou et personne ne vous parle, en gros, vous n'avez pas le droit de fréquenter quelqu'un d'au-dessus. Mais elle le fréquente, elle va le fréquenter, et donc il va se passer plein de choses. On découvre les grands-parents, on découvre les tantes, on découvre la pression sur les femmes, on découvre aussi les conditions des femmes, on découvre les conditions aussi de vie de tout un chacun, de chaque caste plus ou moins, les codes, les codifications, parce que c'est une société très codifiée, très clanique, on va dire, les us et coutumes, les moments un peu plus drôles, les superstitions, ce côté très, pas décalé, mais ce côté où se mêlent toutes les cultures et toutes les croyances et d'arriver à mélanger ça dans une langue poétique sans vous faire perdre le fil parce que je vous dis elle fait des allers-retours ça et là avec des flashbacks et donc du coup ça remonte et puis ça revient à l'instant présent sans vous perdre une seule seconde. Voilà, c'est vraiment tout se mêle, tout s'en mêle, tout se dénoue doucement avec une certaine pareil que le Megévan, une musique. Alors là, la musique, elle est plutôt Bollywood, hein, voilà. Mais non, mais c'est vrai. Voilà, vous avez vraiment un tourbillon. Enfin, je sais pas si vous avez vu des films ou enfin surtout des documentaires. Moi, j'adore ces documentaires sur l'Inde. Et, euh, et je dois avouer qu'à chaque fois, je suis frappée. Alors, c'est un pays que j'aurais adoré visiter, mais c'est un pays qui, je pense, me prendrait trop à la gorge. Par l'émotion et par tout ce qui peut arriver que j'appréhende et je crois que j'appréhenderai toute ma vie d'y aller. C'est ce qui sera sûrement le plus gros regret de ma vie, c'est de ne pas avoir foutu un pied en Inde. Mais voilà, mais c'est tout ce côté incroyable. Alors il y a des personnages que vous avez envie de baffer, d'autres que vous avez envie de serrer dans vos bras. Il y a ces deux jeunes gens et jeunes enfants vont subir chacun une pression et vont même souffrir dans leur vie d'adulte, que ça soit émotionnellement, psychologiquement, etc., de toute cette situation, de tout ce côté familial qui leur a pesé. Franchement, c'est un vrai petit bijou et ce n'est pas un petit rien, c'est le dieu des petits riens, mais un petit bijou. Voilà, alors ce n'est pas non plus un coup de cœur, mais ça s'en rapproche. Alors, lui, c'est le genre de roman que vous savez que vous ne vous en séparerez pas. C'est pas un coup de cœur style je me suis pris une baffe à la fin, je pourrai jamais l'oublier. Mais c'est un roman qui reste dans les bibliothèques. Vous savez, c'est le truc que quand vous classez, que vous dites oh, je vais faire du tri dans la bibliothèque, vous le prenez, vous faites ah non, lui, non, non, lui, pile, gardez. Ouh là là, important. Parce qu'en fait, c'est un roman que je pourrais très bien emprunter dans ma bibliothèque pour le prêter à quelqu'un, juste pour lui dire lis-le, vas-y. Il vaut le coup, tu peux y aller, vas-y, tu vas passer un excellent moment de lecture. Donc n'hésitez pas si vous aimez l'Inde, les castes, les machins, les histoires, c'est triste et joyeux à la fois, c'est sombre et lumineux à la fois, enfin bref, c'est aux couleurs et à
à la culture et à toutes les castes de l'Inde, quoi. Tout ce que vous pouvez imaginer est rassemblé là-dedans, avec une histoire poignante en plus, avec une... C'est assez sensuel aussi côté écriture et certains passages aussi. Je trouve il y a une plume poétique émouvante et sensuelle dans ce bouquin. C'est vraiment... voilà. Allez, on est bon pour celui-là. Autre livre, et alors là, tout de coup, vous vous dites, oh là, mais Elisa, t'es partie pour que des bons? Bah, il fallait bien qu'il y en ait un qui soit bof. Alors, il est pas bof, mais il casse pas trois pattes à un canard. Enfin, pour moi. Alors, il va réjouir les fans. Je pense que les fans absolus de la saga sur lequel il pose un préquel vont être contents. Ça, je n'en doute pas. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, c'est vraiment, mais il y a une partie qui est moins intéressante que l'autre. Et pour moi, la balance qui est toujours comme ça, voilà, je l'avoue, il y a des passages que j'ai lus vraiment sans aucun intérêt. C'est-à-dire, j'ai lu et je me suis dit, ok, d'accord, ouais, bon, ok. Voilà, parce que j'avais à peu près découvert ce qui se passait dans cette partie à côté, pratiquement au début de l'histoire. Je me suis dit, j'ai déroulé le truc, quoi. Alors que dans l'autre, alors que ça ne... Bon, je vais vous expliquer ce que c'est, comme ça va mieux. Alors, c'est le serment de Geoffrey, donc de Anaël Train, qui est donc chez l'édition 1, 2, 3. Et le préquel dont je vous parle, c'est le préquel du lit d'Aliénor, de Mireille Calmel. Mireille Calmel, qui est la maman de Anaël Train. Alors moi, je l'ai su quand j'ai ouvert le bouquin. La fille qui n'est jamais au courant de rien. Hein, voilà. Non, en fait, j'ai ouvert parce qu'elle préface le livre de son fils, ce qui me semble très logique. Et elle explique qu'elle a été très émue parce que qu'il ait fait un préquel, machin, bon bref. Il est tombé dans la sauce à maman. Hein, ça, il est évident. Il se saisit en fait de l'histoire de Geoffrey de Rudel, donc qui était un célèbre troubadour, qui va être un des très célèbres troubadours, et notamment à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, qu'il croise quand elle est ado, et lui, il est ado aussi. Et de l'autre côté, on croise les sœurs Grimoald, dont nous, enfin, vous et moi, qui avons lu tout du moins les livres de sa mère, on sait qu'il y a une certaine Loana Grimoald, et on se doute bien que les deux sœurs Aude et Guenièvre ont un rapport avec cette petite. Voilà. Mais tout étant qu'il faut savoir qui est la petite et de qui elle vient et qui c'est. Voilà. Alors, toute l'histoire est séparée en deux. C'est-à-dire qu'on suit à la fois Geoffrey avec ses parents à Blaye dans la seigneurie où ils ont perdu leurs acquis mais où ils sont toujours plus ou moins bien respectés. Et ce petit garçon qui suit son père, qui va tracer sa route, qui va vouloir absolument découvrir l'art du trobard. Et de l'autre côté, on suit donc les deux sœurs qui sont envoyées en Angleterre, de Brocéliande en Angleterre, puisqu'elles ont été élevées par Merlin, formées par tout ça, pour pouvoir être des aides divinatoires à la cour d'Angleterre pour aider le roi à accomplir la prophétie. Voilà, en gros résumé. Et donc ces deux jeunes femmes ont des missions. Voilà, elles sont missionnées par le roi d'Angleterre pour aller voir certains seigneurs de provinces et de régions françaises pour faire des alliances. Vous savez comment ça marche. Alors à l'époque, je rappelle que la France n'était pas comme elle est actuellement, c'était juste le royaume de France. Le royaume de France était amputé, on va dire, limite des 3/4. Hein, voilà. Qu'elle était cernée, enfin que le royaume de France était cerné par les possessions normandes de l'Angleterre, par la très puissante et influente Aquitaine, qui avait quelques provinces comme l'Anjou, hein, qui faisait un peu un double jeu quand ils avaient un peu envie, et le Saint-Empire, qui n'était pas si impartial que ça quelquefois. Voilà.
trahissant mes amis, mes copains, enfin bref, les ennemis, au fond, c'était gros bordel. Bon, bref. Et les deux rois français et anglais se tiraient la bourre depuis des années. C'était rivalité et compagnie, mais bon, il y avait toujours des traités plus ou moins pour faire. Et donc, elles sont envoyées, elles, auprès de certains seigneurs pour pouvoir former des alliances, faire des mariages, essayer de aiguiller la prophétie anglaise qui dit que l'Angleterre va avoir un très grand roi, va avoir une lignée incroyable, etc. Blablabla. Enfin, vous connaissez l'histoire. Hein. Et oui, parce que je rappelle que Aliénor est la maman de Richard Cœur de Lion. Voilà, non, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi la chronologie. Voilà. Et donc, de l'autre côté, on suit Geoffrey qui fait sa vie, qui apprend, qui décide de faire ça, qui va tourner auprès de certaines influents. Alors autant la vie pépère de Geoffrey Rudel, où il n'y a pas de rebondissement des masses, est vraiment très agréable à lire. On suit les histoires, on tourne les pages et on se plaît à tourner les pages, à suivre ce jeune homme, à avoir cette possibilité de le connaître, de le reconnaître, d'avoir ce petit côté un peu protecteur envers Geoffrey. On aime bien, enfin bon, moi j'aime les troubadours, j'aime leur poésie, j'aime leur chant. J'ai lu du Rudel, hein, donc du coup il partait un peu gagnant avec moi, hein, Anaël Train. Mais alors de l'autre côté, alors je suis désolée, mais vous savez très bien qu'à chaque fois, hein, les samedis, c'est souvent ce genre de truc qui arrive, hein, c'est que le téléphone sonne. J'adore les pubs. Voilà, j'adore. C'est des pubs. Hein. Alors celle-là, sur le répondeur, c'était pour me vendre une voiture. Moi qui n'ai pas le permis. Vous pouvez pas vous renseigner un petit peu avant d'appeler ? Il me gonfle, ces démarchages, c'est insupportable. Bref, parce que à mon avis, ça va sonner sur le portable, hein, évidemment. Parce qu'ils font les deux. Au cas où j'ai pas compris la première fois, ils me rappellent de l'autre côté. Au cas où, sur un malentendu, je réponde. Voilà. Bref. Et donc là, on suit après de l'autre côté l'autre partie, l'autre version qui se répond entre guillemets en l'écho, puisque c'est à la fin, ils s'assemblent. Hein, enfin, ils arrivent sur le même. Là, puisqu'on sait que Geoffrey va épouser Loana, si vous avez suivi les épisodes après. Et alors là, l'histoire des deux sœurs, c'est pour moi hyper facile. C'est un peu de cousu de fil blanc. Il y a des répétitions, il y a quelques pensifs. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. En plus, c'est des sœurs fusionnelles qui sont hyper collées, qui ont une mission. Il y en a une, premier regard en coin du damoiseau, au fin fond à droite. Le mec, elle l'a croisé derrière une porte, limite dans le noir. Elle claque tout. Sa sœur, le royaume, la divination, son baleuf. Elle se casse avec le premier garçon qui lui fait de l'œil, en fait, de loin, parce qu'il n'ose pas l'aborder, en plus, le nier. Voilà. Elle se casse. En plus, avant ça, elle finit une mission. On sent arriver l'histoire à 25 km. C'est insupportable. Et en fait, le problème, c'est qu'au bout de 50 pages de leur histoire à ses sœurs, je voyais arriver le truc. Et alors là, cette partie-là m'a fait décrocher. Donc je n'étais contente que quand il parlait de Geoffrey Rudel et des gens qui croisent, d'ailleurs même quand il croisait Aliénor, qui est une jeune adolescente qui trouve un peu pembèche, un peu emmerdante, il peut pas la saquer au début, parce qu'elle le prend d'eau, elle est très hautaine, ça me plaisait. Alors par contre les deux sœurs, aucun intérêt, quoi. Voilà. Donc c'est un livre qui, je pense, si vous avez adoré la saga, va vous réjouir parce que vous allez trouver les bases du lit d'Aliénor. Perso, moi, connaissant la vie de Rudel avant, j'avais pas d'intérêt des masses de savoir ça. Voilà. Simplement, je vous dis, la partie de Rudel est géniale. Moi, j'ai vraiment, voilà, il y avait que cette partie-là. Le bouquin était très très bon, mais avec la partie des deux sœurs Greenwald. Voilà. Donc en fait, d'un côté il m'a gagné, d'un côté il m'a assez beaucoup perdu. Donc c'est pour ça que je dis c'est mitigé, parce que j'ai passé un bon moment, et à la fois un bon moment et à la fois un moment très bof. Ça arrive.
Mais voilà, si vous avez aimé les livres de sa maman et que vous voulez savoir avant et que vous connaissez pas Geoffrey Rudel, bah allez-y, parce que rien que pour Geoffrey, ça vaut le coup. Voilà, après si vous êtes fan des sœurs, hein, allez-y aussi, hein, personne ne vous empêchera de faire quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Et ensuite, on va attaquer la semaine où je n'ai absolument pratiquement pas lu, à part celui-là, because... Enfin, pas les crétins qui me démarchent, mais téléphone, mission divine presque. Voilà. Quand on a des merdes, il faut les assumer. Ben voilà. Donc j'ai fait SOS, tout le monde en détresse. Et généralement, quand c'est comme ça, Pépette, elle fait un peu, elle fait un peu SOS amitié, vous voyez. Voilà, donc je suis un peu dans le sens allô SOS amitié bonjour. Voilà, c'est mon rôle. Bon, moi je le fais avec grand plaisir, mais c'est vrai que la semaine, les soirs, c'était bouffé jusqu'à 22h. J'arrivais pas à lire, ça m'énervait, je lisais pas dans le bus. Voilà, donc j'ai réussi à le lire en une matinée. Un samedi matin où j'ai tout fermé, le téléphone, j'ai tout débranché pour que personne ne m'emmerde. J'avais même débranché la box en me disant putain, bon, vu que le téléphone marche pas, je débranche le téléphone, je débranche la box, il y a personne qui va m'emmerder. Même si la poste sonne, eh ben, tant pis, ils me laisseront les papiers dans le truc, j'irai à la poste, mais je veux lire mon bouquin. Voilà. Donc non, mais pour vous dire où j'en étais, donc j'ai lu le seul de cette, c'est honteux, le seul de cette semaine-là, c'est Jérôme Attal, L'âge des amours égoïstes. Donc c'est chez Robert Laffont. Alors Jérôme Attal, c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors il est musicien, il a une groupe, etc. Bref, je l'ai vu jouer une fois ou deux dans une scène parisienne. C'est quelqu'un dont j'ai découvert la plume il y a quelques années. Mais dont j'avais eu un coup de cœur absolu et je vous ai fait avec ce livre en 2019 qui s'appelle La petite sonneuse de cloche, qui était un de mes coups de cœur de 2019. Vous avez qu'à aller voir, j'en parle. Et franchement, voilà, ce livre m'avait révolutionné. Chateaubriand à Londres, voilà. Moi, vous mettez Chateaubriand, Londres, Westminster, vous perdez Lisa. Voilà. Mais j'aime beaucoup la plume de Jérôme Attal. Et j'aime bien son côté... alors, c'est pas du tout... s'il passe par là, ne vous vexez pas, hein. Jérôme, pitié, vous ne vexez pas. J'aime beaucoup son côté très rive gauche parisienne. Alors, il n'est peut-être pas de la rive gauche, mais moi, c'est l'effet qui me fait. Et j'aime beaucoup sa plume parce que c'est toujours à la fois profond et à la fois très léger. Et celui-là, je le décrirais comme une bulle de champagne où à l'intérieur, vous avez un cœur en guimauve, vous savez, les oursons en guimauve, et que vous avez autant envie de bouffer le bouffon en guimauve que de boire cul sec la bouteille de champagne. On va faire mieux. Voilà. Alors, on est en présence de Nico, qui est un jeune homme, enfin un jeune garçon, enfin un jeune homme, oui, il commence à être un peu, voilà, qui est un étudiant. Un peu dilettante, hein, faut dire, voilà, il essaye de faire un mémoire sur Francis Bacon, la partie liée à Vincent Van Gogh, et alors le mec, il essaye avec son directeur de mémoire, de toujours de taper des délais, de rallonger ces délais. Il a toujours une bonne expo à aller voir, un bon truc à aller faire, uniquement pour pas finir, enfin pour, on va dire, continuer peut-être son état d'étudiant et d'adolescent. Il est dans un groupe de rock, enfin de pop rock. Il essaye de percer depuis des années avec ses amis d'enfance. Ça marche pas, mais il persévère. Hein, voilà. Mais il a toujours l'espoir qu'un jour, il y ait quelqu'un qui les repère. Parce qu'en fait, en gros, les études, il s'en fout. Il aimerait être connu pour sa musique. Et il écrit, évidemment, des chansons. Et un soir, lors d'une fête, il va croiser le regard et la plastique de Laura. Laura, qui visiblement, d'après les échos qu'il en a de ses meilleurs potes, qui a aussi des vues sur la jeune femme, est bien maquée avec un autre. Mais la Laura, elle répond quand même assez favorablement à ce garçon qui a un humour assez particulier, qui des fois tombe complètement à plat. D'ailleurs, la meilleure amie de Laura ne peut pas l'encadrer, ce qui est quand même une bonne chose quand votre meilleure amie vous dit « Ouais, celui-là, je peux pas l'encadrer ». Faut quand même se méfier un peu. Bon, après, la meilleure amie, elle n'a pas toujours raison. Mais de temps en temps, il faut écouter. Bon, bref. Et il tombe fou amoureux d'elle.
il va avoir de cesse que de la croiser et elle répond quand même assez favorablement à ses frôlements, à ses petits jeux de mots, au fait que il tombe comme un cheveu sur la soupe à un endroit où aller, etc. En fait, c'est une espèce de premier amour un peu idéalisé, un peu aussi qui voit l'échec d'entrée de jeu, parce que la damoiselle est prise, mais même si la damoiselle est intéressée par le garçon, elle n'a pas les mêmes intentions que lui. Voilà. Même si, sur un malentendu, mais quand même, l'autre, elle l'aime bien, voilà. Et en fait, il déroule, Jérôme Attal, cette histoire d'amour un peu loser, mais avec, comme je vous disais, cette écriture de bulle de champagne avec la guimauve. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'il mêle ses références musicales, il mêle les rues de Paris, il mêle l'ambiance parisienne que de ce côté un peu bobo, artiste, rive gauche, etc. Avec les références des clubs musicaux où vous pouvez aller voir des groupes, alors pas forcément les grandes salles, mais les salles qu'on connaît, des boîtes de nuit qui sont très connues, mais toujours avec ce pauvre Nico qui traîne sa mélancolie et sa peine de cœur qui monte et qui descend avec un de ses meilleurs potes qui tape aussi dans la demoiselle. Et puis de la jalousie, de tout ce qui, quand vous avez une vingtaine d'années au début, que vous connaissez votre premier amour, vous avez tout, vous passez par le meilleur comme le pire, le blanc comme le noir, il n'y a pas de gris. C'est montagne russe, ou alors c'est pas une histoire d'amour, enfin c'est pas une première histoire d'amour. Si ce que vous avez vécu, ça a été tout gris, laissez tomber, c'est que vous n'avez pas eu ce genre de truc. Vous n'avez pas eu cette fulgurante passion pour quelqu'un ou ce côté où vous pouvez plus vous passer de la personne physiquement. Mais quand vous la voyez pas, vous déprimez pas, mais ça vous manque. Et puis quand vous la voyez, vous êtes jalouse ou jaloux. Mais d'un autre côté, vous avez peur de la perdre, mais vous voulez bien la perdre quand même. Vous voyez ce côté un peu wouh, n'importe quoi. Voilà. Ah bah, c'est ça. Voilà. Alors, exactement, le titre est bien fait, puisque c'est l'âge des amours égoïstes. Hein. En fait, en gros, on regarde son nombril par rapport à la personne. En fait, on projette son envie sur la personne qui est en face. Alors, quelquefois, ça match, mais quelquefois, on se prend les pieds dans le tapis, on s'en prend plein la gueule. Voilà, donc Nico, pauvre garçon, un peu plein la gueule. Mais c'est tellement bien écrit. Hein. Voilà, c'est tellement léger, c'est tellement... Voilà, c'est une écriture je vous dis, c'est une bulle de champagne, un verre de champagne, vous vous trompez un niveau en guimauve et c'est aussi délicieux que ça. Ah bah je peux pas faire mieux. Hein. Voilà. Donc merci monsieur Jérôme Attal d'avoir encore écrit un livre qui a fait plaisir parce que vous savez que voilà, je sais oui, je fais un peu fangirl, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça voilà. Alors après je vous mets si un jour vous croisez une conférence ou une lecture qui est faite par ce garçon-là, allez-y, en librairie. C'est un bonheur. Hein. Moi, je l'ai fait une fois à Paris. J'ai été par hasard à un lancement d'un bouquin où il était. C'est le genre où, quand il parle, vous arrêtez vous regarder. Oh merde, on a passé 3 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un arrêt sur image. Voilà. Donc, franchement, moi j'ai passé un bon moment. Comme je vous dis, c'est pas encore un coup de cœur, contrairement à la petite sonneuse de cloche qui était vraiment. Alors là, je suis arrivée à la fin, j'avais le cœur serré, la gorge ici, enfin le cœur là, la gorge serrée, les larmes aux yeux, enfin le truc. Là, non, mais voilà, c'est ce genre de livre qui fait plaisir. Et comme cette semaine avait été très compliquée, je dois avouer que finir sur ça là, je crois que je l'aurais embrassé s'il avait été en face de moi. Hein. Donc je lui fais des bisous. Le petit corps. Oui, je lui fais des bisous parce que j'ai survécu la dernière semaine de la semaine qui avait été compliquée. Le dernier jour a été petit bonheur le matin. Donc merci beaucoup. Voilà. Et donc le dernier livre que j'ai lu, qui lui aussi hein, a été très compliqué à lire parce que cette semaine donc avait commencé fort puisque j'avais commencé ce livre lors du marathon lecture qui avait été organisé sur la chaîne Twitch de Il est bien ce livre de Séverine qui avait fait ce dimanche de 11h à 22h ou 23h de lecture. Moi j'avais participé à 3 sessions de 1 heure parce que je ne pouvais pas faire mieux. Oui parce que bon, voilà, moi le week-end je travaille sur mes projets, donc du coup, voilà. Mais j'ai casé 3 heures. Et en 3 heures, j'étais contente, j'avais lu 303 pages. Donc je me dis, oh, trop bien, lundi matin, je leur attaque, mardi, il est plié.
Et comme ça, je finis l'autre et tout, et j'aurai fini tous mes bouquins. Qu'une nini. Cette semaine, c'était pire. Voilà, alors cette semaine, c'était pareil. Hein, le soir, téléphone, machin. Et j'arrivais pas à le finir. Je voulais le finir vendredi après-midi. Pareil, j'ai fini tard, j'ai eu des obligations, j'ai fait du SOS, etc. Donc ça n'a pas été possible. Donc je l'ai fini tout à l'heure. Je me suis foutue sur le canapé en début d'après-midi et j'ai dit tu sors pas ton cul du canapé tant que t'as pas fini ça. Lisa, elle rigole pas. Hein. Non, parce que je rigole pas avec Louise Erdrich. Celui qui veille, donc Alba Michel. Alors, Louise Erdrich, c'est quelqu'un que je suis depuis son premier livre publié en France, sachant que j'ai une de mes amies aux États-Unis qui est très impliquée dans la culture d'une tribu indienne qui m'avait parlé de certains auteurs. Et quand elle avait lu un des premiers livres de Louise Erdrich, qui n'était pas encore traduit en France, elle m'avait dit surtout il faut que tu le lises, c'est merveilleux, elle écrit bien, c'est une conteuse. Avant d'être une écrivaine, c'est une conteuse, ce qui est vrai. Parce que Louise Erdrich, c'est une très grande écrivaine américaine. Ça, c'est sûr, elle a gagné le Pulitzer avec ça. Excusez du peu. Voilà. Là, je peux aller m'enterrer vivante au fond d'une grotte. Hein. Mais voilà. Mais c'est une conteuse. C'est-à-dire qu'elle a cette culture de l'oralité, de la transmission orale, comme nous, on avait il y a des années, des siècles, et moi je l'ai eu dans ma famille, le soir à la veillée, on racontait les histoires de famille, on racontait l'histoire d'un village, on racontait l'histoire des gens, et j'ai cette chance-là d'avoir eu cette transmission orale que j'essaye de temps en temps de retransmettre dans mes bouquins, ça et là, quand je fais des trucs. Et Louise Erdrich est une conteuse, et ça se sent dans son écriture, c'est-à-dire qu'elle a une écriture qui est d'une fluidité incroyable, comme si elle vous parlait à l'oreille. En fait, vous avez l'impression qu'elle vous murmure à l'oreille l'histoire. Alors là, on est en présence de Thomas, qu'on va suivre. Il y a une multitude de personnages qu'on suit dans des petits chapitres assez courts. Enfin, des fois ça fait une page, des fois ça fait 3-4 pages. Mais des chapitres assez courts qui sautent d'un personnage à l'autre, mais tout est mêlé. Tout est emmêlé. Tout se noue, mais il y a un fil conducteur. Voilà. Alors, Thomas est un veilleur de nuit dans la tribu des Chippewa, qui est en fait un peu aussi le représentant de la loi, juge de paix, le machin. Et le gouvernement américain, dans ce Dakota, va, en 1953, publier un acte qui s'appelle, je ne sais plus combien, mais qui est le numéro 108, je crois, qui veut... Alors, le terme, elle explique, la traductrice, qu'elle a choisi le terme terminaison pour traduire le terme que Louise Erdrich avait mis. En fait, autant pour la sonorité que nous, en tant que Français, on entend, c'est-à-dire terminaison, ça veut bien dire fin, et on entend aussi extermination. Vous voyez le... Voilà. Et en fait, dans cette loi, ils veulent tout simplement que les tribus ne soient plus considérés comme des tribus. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on leur dit, bah, vous allez être désormais des Américains, assimilés comme des Blancs, machin, et donc vous n'avez plus de choses à vous prévaloir sur des terres, donc les terres pourraient ne plus être à eux potentiellement, etc. Le souci, c'est qu'en fait, le gouvernement américain, si on va dans le sens qui est vrai, c'est qu'ils ont carrément pillé les territoires indiens pour se les approprier, et en gros, ils donnent des maigrichonnes terres et des réserves aux autochtones, en fait, aux gens qui étaient là bien avant que les Européens débarquent, en leur disant, bon, écoutez, voilà, on te donne 3 bouts de terre, on va te filer des rations à bouffer, on va te donner 3 merdes, machin, et bien en gros, on te loue le terrain, quoi. Voilà. Et là, plus ou moins, la loi veut dire, bon, ben maintenant, on vous loue plus rien du tout, on vous file plus de bouffe, on vous file plus d'aide, vous vous démerdez comme vous voulez, on en a rien à foutre. Voilà. À part qu'ils sont américains. Ils sont
américains. Ils ont la nationalité américaine. Mais là, en gros, on leur dit, ouais, bah, en fait, vous ferez comme les Blancs. Hein, donc voilà. Mais eux, ils veulent pas parce que bah, ils estiment, et c'est la raison a fortiori, c'est que bah, c'est leur terre, c'est chez eux. C'est les autres qui doivent dégager, c'est pas eux. Voilà. Et donc Thomas va mobiliser sa communauté, aller taper aux portes, faire signer des pétitions avec certaines personnes qui s'engagent avec lui. Et de l'autre côté, on suit Patrice, qui est une fille, une jeune fille, que tout le monde appelle Pixie, mais ça la gonfle. Elle veut son prénom c'est Patrice et elle veut, enfin c'est un dérivé de Patricia. Donc elle veut ce qu'on l'appelle Patrice, bon bref. Et sa sœur Vera a disparu avec son mari quelque temps avant et elle serait à Minneapolis. Et Patrice, un jour, elle va décider d'aller à Minneapolis pour récupérer sa sœur. Mais bon, ça va pas très bien se passer et elle a aussi ce côté un peu indépendant, un peu fougueuse. Il y a deux garçons qui lui tournent autour, un de la tribu qui est un jeune boxeur professionnel qui a visiblement un avenir, et l'entraîneur de ce boxeur qui lui est le seul blanc de la réserve, mais qui s'y prennent tous les deux comme des manches, et en plus Patrice, perso, elle en a rien à faire. Et voilà. Et le talent de conteuse de Louise Aldrich, c'est de mêler toutes les petites histoires de chacun des personnages. Alors, le père de Thomas, la mère de Patrice, la grand-mère de Patrice, la femme de Thomas, le père démissionnaire complètement alcoolo de Patrice, ses frères et sœurs, les cousins, les cousines et machin, etc. Tout ce petit monde-là se mélange au gré d'une phrase, au gré d'un paragraphe, au gré d'un chapitre. Et puis l'histoire avance en parallèle, entremêlés. Y a une autre personne qui arrive, qui se fond dans le décor d'une façon absolument merveilleuse. C'est un livre où vous pouvez être au coin du feu, quelqu'un vous le lit. Vous penseriez que la personne invente une histoire au fur et à mesure. C'est le talent de Louise Aldrich. Ce livre est encore un petit bijou. Moi, je ne fais que prôner pour Louise Aldrich parce que sa plume est fluide, parce que ses histoires sont à la fois simples mais complexes, mais d'une beauté sidérante à chaque fois, qui nous donne à moudre cette culture indienne absolument merveilleuse. Alors là, elle est chez les Chippewa, mais bon, elle est d'une autre ethnie, mais elle a ce côté de conteuse et de transmission et de lutte de ce peuple, de ces peuplades qui ont décidé de garder coûte que coûte leurs us, coutumes, leur langue, leur tradition, et ils ont raison. Si on n'a pas de tradition, si on n'a pas d'us et coutumes qu'on garde, si on se fond dans la mondialisation comme beaucoup aimeraient qu'on fasse, on perd notre identité propre. Et on perd le fait qu'on est des humains différents, mais qu'on est tous pareils. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous savez très bien que je n'adhère pas au fait que, voilà, on est obligé de faire pareil tous et de faire non. Non, 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 non. On a des cultures différentes. La seule intelligence et la seule chose qu'il faut qu'on ait, c'est l'intelligence d'aller taper à la porte du voisin, entre guillemets, d'aller demander pourquoi il fait ça dans sa culture, pourquoi il mange ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça, et ça veut dire quoi ça. Si vous avez un minimum de curiosité et que vous avez, entre guillemets, l'ouverture d'esprit de comprendre que la personne en face de vous est différente, ce n'est que de l'enrichissement. Apprendre une autre culture, une autre langue, des autres us et coutumes, c'est pas d'abandonner la vôtre, c'est juste d'avoir une autre vision du monde, une autre ouverture du monde. Après, vous êtes libre d'adopter ou de pas adopter, d'aimer ou de pas aimer, mais essayez de comprendre et d'appréhender l'autre. Et moi, je pense que Louise Aldrich, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle nous donne entre les mains les clés de la compréhension de ce problème qu'ont les États-Unis. Alors, pas qu'avec les Indiens, mais avec toutes les ethnies et les nationalités différentes et on va dire les ramifications et les descendances des gens qui composent les États-Unis d'Amérique, parce que c'est un pays qui est basé sur l'immigration. C'est un pays qui a apporté
Enfin, il y a des gens qui sont venus volontairement, il y en a qui ont été envoyés pas volontairement, il y en a qui ont été arrachés d'un continent pour être des esclaves, il y en a d'autres qui ont été massacrés parce qu'ils étaient là avant et que c'était la loi du plus fort, et qu'ils ont été limite parqués comme des parias alors qu'en gros, ils étaient chez eux. Voilà, c'est toujours un pays assez complexe parce que chaque État, et là on est dans le Dakota du Nord, euh, chaque État est très empreint d'une histoire différente. Voilà. Et franchement, voilà. Moi, Louise Aldridge, que voulez-vous que j'y fasse? Voilà. Et donc, ça c'était le dernier livre que j'ai lu complètement au mois de janvier. Me reste, et je ne pourrais pas en parler longtemps parce que je ne l'ai pas fini, voilà, il me reste 200 pages. Ça s'appelle Les Lions de Al-Rassan, donc de Guy Gavriel Kay. C'est donc de la fantaisie. Alors, on est dans un royaume imaginaire qui ressemble fortement à l'Espagne, dans la découpe. Au nord, vous avez une tribu. Au sud, vous avez une tribu. Au milieu, vous avez une tribu minoritaire qui se retrouve un peu à droite, un peu à gauche et qui est un peu les opprimés. Alors, on pourrait dire, si vous schématisez, que vous cherchez, parce que c'est hyper bien foutu, que c'est assez calqué sur les trois religions monothéistes principales mondiales, hein, donc les chrétiens, les musulmans et les juifs, et que chacun... voilà. Alors, on est en présence d'un poète assassin qui va tuer le dernier calife de ce royaume. Alors, au nord, ça se fait la guéguerre entre des cousins, les frères, les machins pour avoir des territoires. Au sud, il n'y a plus qu'à vivre ces bordels. Tout le monde va se foutre sur la gueule à un moment donné. Et il y a trois personnages qu'on suit. On suit un certain Rodrigo qui fait partie donc du nord. Ensuite, c'est le nord ou le sud, je sais plus. Ah ouais, alors la fille qui a lâché. C'est le nord ou le sud? Je sais plus. Non, il est du sud. Non, du nord, c'est ça. Du nord. Ceux du sud, donc, on suit le fameux poète assassin qui est du sud. Et on suit une jeune femme qui est médecin, qui est de la tribu, donc, on va dire, minoritaire. Donc, c'est les Jarides au nord, Asrides au sud et Kindat au milieu partout, quoi, mais minoritaire. Et ces trois personnages vont devoir s'allier pendant cette guerre des clans. Euh, et alors, il faut dépasser, honnêtement, les 100 premières pages. Voilà, parce que la mise en place est très, 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 très longue, très, très difficile. C'est un peu langoureux. Alors, j'entends mon téléphone qui vibre. Je pense qu'on va avoir une deuxième couture téléphonique. C'est insupportable. C'était bien ça. Même numéro, je vais les tuer. Bref, je suis désolée. Donc, ils vont se regrouper, les trois personnages, et ils vont, en fait, essayer de faire front dans ce pays en guerre. Voilà. Alors, moi, voilà. Alors, pour l'instant, et je ne peux rien dire parce que j'en suis qu'à 200 pages de la fin, donc il va peut-être avoir d'autres choses derrière. Le seul truc... Alors, moi, je trouve que c'est vachement bien. Parce que c'est bien foutu, c'est bien monté, c'est bien imaginé. On a vraiment un royaume, un pays imaginaire, soit sorti de la tête de Kay, mais qui a des corrélations avec nous actuellement. D'ailleurs, il y a pas mal de similitudes avec des choses qui pourraient exister et qui existent. Mais par contre, le seul truc que je trouve, pour l'instant, peut-être que je me trompe, c'est que je trouve que tous les problèmes qu'ils rencontrent, il y a une certaine facilité dans la résolution de leurs problèmes. Ils sont pas assez malmenés, je trouve. Pour des gens qui sont censés être dans un pays en guerre où tout le monde se tape sur la gueule, ils se sortent assez facilement des problèmes. Voilà. Donc c'est le seul truc que je me dis, ah merde, quand même, c'est facile. Là, je veux. Bon, voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Alors, je ferai un point du livre complet sûrement dans l'update lecture qui sera donc dans le live de Liz NT qui va se passer donc le 8 février à 20h30 sur cette chaîne.
D'ici là, si vous me suivez sur Instagram, j'aurai sûrement en story dit ce que j'en pense avec mes 5 mots clés, comme maintenant je fais assez souvent, ça me plaît bien de faire ça. C'est rigolo. Alors il y a des gens qui me disent ah, tu peux pas faire une chronique écrite et tout. Ouais, je fais une chronique écrite, ouais, si vous voulez, mais moi ça m'amuse de faire un truc original parce que tout le monde se fait des chroniques. Alors des fois on a des pavasses de chroniques et tout. Honnêtement, voilà. Et les gens, la moitié du temps, ils lisent en diagonale. Donc, sauf si c'est sur un blog. Donc, sur Insta, honnêtement, voilà. Bon, je fais 5 lignes, je fais 5 mots clés. Et puis après, comme j'en parle ici, j'en parle. Généralement, j'en parle sur le podcast, etc. Donc, voilà, mes passerelles, c'est vraiment. C'est ça. Et. Vraiment, quand j'aurai des coups de cœur cette année, je ferai un article sur le blog de mon site pour pouvoir faire un truc un peu plus détaillé. Ou quand, exceptionnellement, je recevrai un SP parce que la seule maison, comme je vous l'ai indiqué, avec qui je travaille, plus ou moins, enfin avec qui je collabore, on va dire, dans le sens où ils m'envoient un SP, je le lis, je chronique, c'est Les Eaux Troubles. C'est une maison d'édition suisse. Et là, il y en a 2 qui vont sortir en poche. Elle me l'a annoncé. Donc, je pense qu'au mois de mars, je vais recevoir 2 du même auteur. Donc, ça sera les 2 trucs. Ça, par contre, je le fais par écrit parce que ça peut leur servir aussi pour faire des planches. Je sais comment ça marche en tant qu'auteur. Donc, je le fais d'autant plus volontiers. Mais ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, tout ça, c'était ce que j'ai lu et presque lu. C'est horrible de dire ça quand même. Hein. Voilà. Mais bon, je trouve que, honnêtement, je suis assez fière d'avoir lu tout ça et d'avoir presque lu complètement ça. Je trouve que c'est quand même un bon petit bilan. Voilà, je vais le laisser comme ça. C'est un bon petit bilan, je trouve. Et alors ouais, il a morflé. Hein. C'est un livre d'occasion, mais vous voyez quand on vous dit, là il manque un morceau de page, il y a des taches dedans. Enfin bon bref. Bon après je l'ai acheté 1,99 €. Hein, donc, voilà. Mais bon, voilà. Ça c'est mon bilan de mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des bouquins qui vous ont interpellé? Est-ce que vous en avez lu certains? S'il y en a certains que vous avez lus, j'aimerais bien votre avis. Si vous avez lu celui-là, j'aimerais bien votre avis aussi. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, c'est mercredi matin, 6h du mat. C'est la vidéo de sortie de mon 8e roman. Bon, alors là, c'est particulier, hein, bien sûr. Alors, ceux qui ne sont pas intéressés, ne venez pas, hein, voilà. Parce que je vois que les vidéos sur mes jeunesses perso, à part les très fidèles, les autres, ils en ont rien à carrer. Mais c'est ce qui me fait rire, parce qu'en fait, c'est une livre pour en gros, hein, à 80%, où je parle de bouquins, puisque je parle quand même d'autres choses dans les item lists, dans les lives, etc. Et puis même dans les vidéos comme ça, je suis capable de caser de la musique et une référence dessinée. Mais, mais, mais je parle de bouquins, quoi, dans mes jeunesses. Et en fait, mes bouquins, visiblement, doivent se dire, ouais, elle va se vanter. Elle doit dire que c'est parfait, ces bouquins. Bah ouais, c'est moi qui les écris. Non, mais enfin voilà, mais j'explique la genèse. Alors, c'est peut-être le mot genèse qui gêne et que les gens se disent de quoi elle parle, l'autre, machin. Bon, alors voilà. C'est les arcanes, la cuisine interne de la création d'un ouvrage, si vous voulez. Voilà. Donc, le prochain, c'est ça. Et donc, le dimanche d'après, exceptionnellement, donc ça sera le 5. 6. À 18h, il y aura la pile à lire de février. Voilà, il m'en manquera sûrement un parce que j'ai gagné un livre en Mas Babelio. On me l'a proposé et il m'intéressait. Donc du coup, j'ai dit oui parce que généralement, la masse critique Babelio, je la fais pas. Ou très très rarement. Et généralement, c'est que des documents hein, ou des essais que je demande, pas des romans. Mais bon, là, oui, ils m'ont répondu favorablement, donc j'ai dit oui, merci beaucoup, c'est gentil, ça me fait plaisir. Donc, je l'aurais peut-être pas reçu d'ici là. Si je l'ai reçu, je vous le montrerai. Sinon, je le mettrai en bandeau en bas en vous disant voilà, il me manque celui-là, etc. Sachant que le premier que j'aurai fini de février, ça sera celui-là, forcément. Il y a encore du choix éclectique hein, en février. J'ai encore fait. J'ai sorti 3 ou 4 livres de ma pile à lire et franchement, il y a de tout. Comme d'hab, quoi. Enfin, vous avez vu ce que je lis, quoi. Il y a de tout chez moi. Hein, voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, lisez bien surtout. Écoutez de la musique, essayez de ne pas vous faire emmerder par le téléphone. D'ici là, écoutez, hein, on se revoit mercredi prochain, si vous êtes sage. Vous avez remarqué que Axe, il a été sage là pendant l'heure qui s'est passée? C'est inquiétant. Alors, quand c'est pas le téléphone, c'est Axe.
préféré Alex? Moi aussi.